Salut à tous, c'est Noonan, j'espère que vous avez passé un bel été. Aujourd'hui on va parler d'un film un peu plus populaire qu'à l'accoutumée, mais vous avez l'habitude de mes petits écarts, ça ne sera pas la première fois. On va parler d'un film réalisé par Clint Eastwood, un an après son chef-d'œuvre crépusculaire impitoyable. Clint revient avec Un monde parfait. Pourquoi j'avais envie de vous parler d'un monde parfait ? Eh bien sûrement qu'en rentrant de vacances, j'avais besoin d'évasion. Le scénario d'Un monde parfait est tout d'abord proposé à Steven Spielberg, qui le refuse avant d'atterrir dans les mains de Clint Eastwood. Le film sort en 1993 et comporte un casting 5 étoiles. En tête, Kevin Costner qui interprète le rôle de Butch, Clint Eastwood en personne qui interprète le ranger Red Garnett, la très talentueuse Laura Dern, dans le rôle de Sally Garber, la jeune criminologue envoyée par le gouverneur, et T.J. Lauter qui est l'enfant qui interprétera à l'époque le rôle de Philippe. On peut le dire, Un monde parfait est un classique instantané. Premièrement dans sa manière de filmer et de raconter son histoire dans ces espaces américains grandioses et dans son casting. Kevin Costner a cette stature de star hollywoodienne, sans parler d'un regard, d'un mouvement de tête. Il envahit l'écran littéralement et il est parfait dans son rôle de rebelle en marge de cette société américaine en pleine transformation à la veille de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Évidemment, en plus de tout ça, Eastwood apporte à ce classicisme sa touche inimitable. Alors de quoi parle Un monde parfait ? L'histoire relate l'évasion de deux prisonniers, Butch Hines, donc notre héros Kevin Costner, ou plutôt notre anti-héros, et Terry Pugh. Tous deux s'échappent d'une prison du Texas, mais on ne peut pas dire qu'entre les deux hommes ce soit la bonne entente. À vrai dire, ici il s'agit plutôt d'une association de circonstances. Les deux hommes, dans leur fuite, vont finir par prendre un otage dans une maison. Il s'agit de Philippe, un enfant de 7 ans, témoin de Jéhovah. Un lien va se créer entre Butch et l'enfant. Mais dès cet enlèvement, les autorités évidemment sont prévenues et c'est là que l'autre axe du film va débuter. Un groupe mené par le Texas Ranger, donc Red Garnett, interprété par Clint Eastwood, le voilà derrière et devant la caméra dans ce film, même si au départ il ne voulait pas interpréter ce rôle avant d'être convaincu par Kevin Costner. Dans cette équipée, Red Garnett est accompagné de son adjoint, d'un tireur d'élite du FBI, de Sally, la jeune criminologue, donc comme je vous le disais au début, envoyée par le gouverneur, et d'un ou deux adjoints en plus. Cette équipe va être sur la route pour mener une véritable chasse à l'homme et tenter de sauver Philippe, le petit garçon que les malfrats ont enlevé. Alors dans ce groupe qui représente la loi, on a une écriture qui semble, de prime abord, assez stéréotypé. On est dans un univers de mâles, vraiment, ce sont les hommes des années 60, assez machos, et dont Sally va faire un petit peu les frais au début, mais l'écriture d'Eastwood est beaucoup plus fine que ça, c'est-à-dire qu'on lui a souvent reproché d'être justement macho et un peu radical, mais c'est parce que parfois certains ne voient pas l'écriture d'Eastwood comme elle devrait l'être, c'est-à-dire que Eastwood prend le temps de construire les choses et ses personnages, et il leur donne le temps d'évoluer, tout comme ses films. Et c'est ce que va faire Eastwood en rendant hommage au personnage de Sally. Petit à petit, cette femme de caractère va remettre ce petit monde à sa place. De par déjà son intelligence et sa capacité à analyser la situation, notamment en différenciant bien les caractères de nos deux fugitifs, qui sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre. C'est grâce à ses qualités et celles de fin lignée du Texas Ranger Red Garnett que cette collaboration va pouvoir faire avancer les choses. Du côté des évadés, la situation s'envenime entre les deux hommes. Quand Terry tente de s'en prendre à Philippe, Butch l'abat sans aucune hésitation. Que nous dit cette scène ? Eh bien tout d'abord que Butch ne fera jamais de mal à l'enfant, et qu'il fera tout pour le protéger. Mais ce moment nous dit également autre chose. Malgré l'aspect cool qu'a Butch, tout au long du film d'ailleurs, ici on comprend que c'est quand même vraiment un criminel, et qu'il est capable de tuer de sang-froid. Cet aspect est intelligemment développé à l'écriture, et tout au long du film, on va voir ce déséquilibre dans le personnage qu'interprète Kevin Costner s'accentuer. C'est-à-dire qu'on va le voir dans un premier temps sous son aspect le plus charmant, le plus détendu. Oui, détendu malgré qu'il soit en fuite. Et le rapport qu'il a à l'enfant, un rapport paternel. D'ailleurs, comme il le précise à un moment dans le film, tous deux sont des personnes qui n'ont pas eu de père présent, car le père de Philippe
est parti avant même qu'il le connaisse, c'est ce que nous apprend le film, et donc malgré cet aspect de mentor rassurant auprès de l'enfant, le personnage de Butch va être pris par moments de crises de colère, souvent liées à des adultes qui maltraitent des enfants, qui lui rappellent certainement sa propre enfance. Mais dans ces moments, on sent que Butch peut passer un cap et franchir une ligne qui le sépare de l'homme cool et rassurant, même s'il est un peu borderline et en marge de la société, au criminel le plus endurci. L'aspect road movie du film va permettre de créer des liens très forts entre Butch et Philippe. Le film dure 2h18. Si certaines scènes vous semblent s'étirer, c'est pour que nous puissions nous-mêmes monter à bord de la voiture avec nos personnages et admirer avec eux le paysage de l'Ouest américain. Le fait que Philippe soit témoin de Jéhovah n'est pas un aspect anodin du film, bien au contraire. Le film parle d'une soif de liberté. Ici, l'enfant, lui, est contraint à toutes sortes de restrictions, notamment ne pas pouvoir fêter Halloween. Ce qui est une véritable hérésie, voire un crime, pour Butch d'infliger ça à un enfant. La fascination et la curiosité qu'a Philippe pour Butch va peu à peu muer en un sentiment de véritable affection. Et très vite, évidemment, ce voyage nous apparaît comme un parcours initiatique pour cet enfant. Ma scène préférée n'est autre que la métaphore sur la machine à voyager dans le temps. Butch et Philippe sont dans la voiture quand Butch dit à Philippe d'imaginer qu'ils sont dans une machine à voyager dans le temps. Derrière, c'est le passé. Devant, c'est l'avenir. Et ici, maintenant, à l'arrêt, c'est le présent. Et tout se joue dans le présent. C'est-à-dire que Butch va pousser tout au long du film Philippe à faire des choix et à les assumer. Cette scène va faire écho donc à une autre scène qui arrivera plus tard dans le récit, dans laquelle Butch, poursuivi par la police, arrête sa voiture devant une boutique dont sort Philippe avec un costume de Casper caché sous son t-shirt. Il y a de l'effervescence autour de Philippe, la police, les sirènes, les cris et cette voiture qui est arrêtée en face de lui, avec un Butch qui lui demande de faire un choix, mais de le faire vite. Philippe est à l'arrêt, soit il ne monte pas et il retourne dans sa vie passée, soit il monte dans la voiture et il continue son aventure vers un avenir incertain. Le temps présent lui demande de faire un choix réellement d'adulte, qu'il doit faire tout seul, et le jeu de l'enfant va contribuer énormément à l'émotion qui se passe tout au long du film, dans ce type de scène aux forts enjeux dramatiques, et bien évidemment dans les échanges avec Kevin Costner. Kevin Costner qui interprète ici pour moi l'un de ses plus grands rôles, il est pour moi l'un de ces monstres sacrés du cinéma hollywoodien de mon enfance, que j'ai connu donc à partir des années 80, et j'aime réellement l'ambiguïté qu'il apporte dans son jeu pour son personnage de Butch, et l'émotion également lors du dénouement déchirant que nous offre la fin de ce film. Il a souvent été écrit que le début et la fin d'un monde parfait faisaient fortement penser au poème d'Arthur Rimbaud, Le Dormeur du Val, mais j'aimerais qu'on s'arrête une minute sur l'ouverture du film, un plan qui nous montre tout d'abord un masque de Casper avec un sourire, puis le plan se déplace de façon latérale pour nous laisser apparaître Kevin Costner, une main derrière la tête, allongée sur l'herbe, avec ce qui semble être le même sourire qu'il y a sur le masque. Cet aspect paisible du personnage va être ancré inconsciemment au début du film dans notre mémoire pour nous laisser submerger par l'émotion lorsque le dénouement réel arrivera. Eastwood dira longtemps qu'Un monde parfait est l'une de ses réalisations qu'il apprécie le moins, et plus tard, dans le temps, il finira par déclarer que c'est l'un de ses films préférés qu'il a réalisé. Un monde parfait est un véritable succès critique et public. Il a coûté 30 millions de dollars et en a rapporté 135 millions. Voilà, l'émission touche à sa fin, on va se quitter avec un extrait de la bande originale du film d'Un monde parfait. Avant ça, je vous demanderai de liker, de partager et de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour être prévenu des prochaines émissions. Et en attendant la prochaine, je vous souhaite un très bon film et je vous dis à bientôt.